Je vous présente nos premières conférencières de l'après-midi. Alors, Marie Desragon et Sabrina Tessier, elles sont toutes deux orthophonistes diplômées en 2021 du programme de maîtrise en orthophonie de l'Université Laval. Marie travaille au programme de stimulation précoce du CLSC La Petite Patrie au CIUS du nord de l'île de Montréal, tandis que Sabrina travaille à la firme d'orthophonistes au Baluchon, également située à Montréal. Alors, toutes deux, elles vous présentent le fruit de leur travail de fin de maîtrise qui a donné lieu à un matériel de soutien aux parents de familles d'accueil en centre jeunesse. Donc, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sabrina Tessier, accompagnée de ma collègue Marie Desragon. Et nous sommes toutes deux orthophonistes, comme Odette vous l'a présenté. Cet après-midi, nous allons vous présenter la ressource numérique sur la stimulation langagière que nous avons créée pour les parents de familles d'accueil recevant des enfants d'âge préscolaire en situation de négligence. Donc, rapidement, le plan de la présentation. Nous allons commencer par vous présenter la mise en contexte de notre projet et l'objectif de celui-ci. Par la suite, il va nous faire plaisir de vous présenter plus concrètement le contenu et des extraits de nos capsules vidéo. Et finalement, on prendra le temps de faire une synthèse et d'échanger avec vous. Commençons donc avec une mise en contexte. D'abord, il faut savoir que la majorité des enfants qui sont pris en charge par les directeurs de la protection de la jeunesse le sont pour cause de négligence ou de risques sérieux de négligence. Donc, on l'a vu ce matin, en 2019-2020, c'était 62 des enfants de 0 à 5 ans qui étaient pris en charge pour cette raison. Par contre, vous êtes plusieurs à l'avoir rapporté dans les commentaires ce matin que les familles en contexte de négligence peuvent être plus difficiles à rejoindre. Ce n'est pas nécessairement des familles qui vont aller vers les ressources disponibles. Donc, on s'est questionné sur une façon de rejoindre ces enfants ayant de grands besoins. Si on pense à ce qui se passe lors d'une prise en charge par les DPJ, plusieurs trajectoires sont possibles, en fait. Soit que l'enfant reste dans sa famille, mais que des mesures de protection doivent être mises en place par les parents suite à une entente avec les intervenants. Soit qu'il est considéré qu'il serait plus favorable pour l'enfant d'être placé dans une ressource externe. Donc, au final, c'est près du quart des enfants pris en charge pour différentes raisons qui sont placés en ressources de type familial. Donc, soit une famille d'accueil régulière ou une famille d'accueil de proximité, c'est-à-dire avec un proche ou un membre de la famille. On voit donc vraiment que plusieurs enfants vivant de la négligence se retrouvent en famille d'accueil. On comprend alors que les parents de ces familles d'accueil jouent un rôle crucial dans le devenir des enfants. Donc, tel que présenté dans les conférences de ce matin, c'est connu que les enfants en situation de négligence sont très nombreux à présenter des difficultés langagières. En effet, c'est près de la moitié des enfants négligés qui présentent des difficultés langagières. Puisque les familles d'accueil, ils accueillent un grand nombre d'enfants ayant vécu de la négligence, les parents des familles d'accueil ont un rôle significatif dans la vie de ces enfants et donc aussi un rôle important à jouer dans le développement langagier de ces enfants. Étant donné qu'ils constituent aussi le nouveau contexte familial, euh, la qualité de l'interaction parents d'accueil-enfants va nécessairement influencer le développement langagier de l'enfant. Selon la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec, la famille d'accueil, elle doit travailler de concert avec tous les intervenants qui sont impliqués auprès de l'enfant pour améliorer la situation et diminuer les impacts des difficultés de l'enfant sur sa vie quotidienne. Par contre, les familles d'accueil, elles trouvent manquer de soutien de la part des intervenants ressources, puis elles disent aussi éprouver des difficultés dans l'accompagnement des enfants qui ont des troubles comportementaux, psychologiques ou encore langagiers. Donc, on s'entend que si un enfant a des difficultés langagières, l'intervenant ressource qui devrait accompagner la famille avec ces difficultés-là devrait être une orthophoniste. Par contre, au Québec, l'accès aux services orthophoniques de première ligne, c'est un défi d'une grande envergure. Puis, l'attente pour une évaluation orthophonique peut aller jusqu'à 2, 3 ans, voire dans plusieurs régions du Québec. Donc, ça fait une longue période pour les familles d'accueil sans soutien de la part d'une orthophoniste. Or, il est rapporté que la formation et le soutien, ce sont des facteurs de protection pour le succès d'un placement en famille d'accueil.
Donc, puisque le manque de soutien par rapport au développement langagier est flagrant pour les familles d'accueil, on a voulu combler ce besoin en fournissant à ces familles de la formation concernant les éléments clés d'une interaction adulte-enfant et aussi un partage de stratégies de base pour stimuler le langage au quotidien. Donc, cela dit, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut offrir aux familles d'accueil un accompagnement qui est efficace et aussi facile d'accès, qui porte sur l'interaction adulte-enfant et sur la stimulation langagière, et tout ça dans le but de favoriser leur sentiment de compétence quant à leur rôle de soutien au développement langagier des enfants accueillis. Donc, le but était de transmettre certaines connaissances aux familles d'accueil dans le but de permettre la mise en place d'une stimulation langagière adaptée aux enfants directement dans leur milieu de vie. Notre idée de contenu était donc claire pour nous. On voulait transmettre une base théorique sur le développement langagier des jeunes enfants et des stratégies de stimulation langagière de base. Par contre, on s'est questionné à savoir quelle était la façon de mieux répondre aux besoins des familles d'accueil. Donc, comment adapter notre contenu et comment le diffuser pour qu'il soit reçu par notre public cible et éventuellement, à la fin de tout ce processus, utilisé par celui-ci. Donc, plusieurs possibilités s'offraient à nous. Vous avez probablement vous-même déjà pris connaissance d'informations scientifiques par le biais de lecture d'articles, d'émissions télévisées, de formations, d'ateliers. Donc, on a fait quelques recherches pour déterminer la meilleure méthode de transfert de connaissances pour notre situation. Une chose était claire dans les écrits, c'est que le caractère interactif et dynamique du transfert était non négligeable pour observer éventuellement un réel changement comportemental chez les personnes, le public cible. En s'assurant d'établir un lien entre les professionnels et les participants, on peut mieux orienter le contenu du projet et favoriser la mise en application des informations. On imagine bien que le fait de faire des propositions qui répondent aux besoins et aux expériences du public cible ne peut qu'augmenter les chances que les membres du public reprennent les propositions par la suite. Donc, toutes ces belles réflexions et ces recherches nous ont menés à concevoir le produit suivant, des capsules vidéo diffusées sur le web. Donc, évidemment, dans cette ère des technologies grandissantes, on s'est intéressé aux méthodes de diffusion numérique. En effet, la propension de la Société canadienne à utiliser les outils technologiques et la facilité d'accès à ces outils rendent l'utilisation de médias numériques super intéressante pour un processus de transfert de connaissances. En 2018, c'était 94 des Canadiens qui avaient accès à Internet à la maison et 91 des individus de 15 ans et plus qui utilisent Internet. Donc, du contenu accessible en ligne via une plateforme numérique nous apparaissait comme étant tout à fait judicieux pour rencontrer le public cible, et ce, possiblement en très grand nombre et de diverses régions à la fois. On le voit un petit peu aujourd'hui, les ressources en ligne, la diffusion vidéo nous permet de se rejoindre, peu importe, sans limite d'espace et de pouvoir avoir une interaction tout de même intéressante. Donc, voilà, comme je le disais, on a finalement décidé de créer des capsules vidéo pour transmettre notre contenu aux familles d'accueil. Donc, en tout, on a créé 3 capsules vidéo. Puis, toutes nos capsules vidéo étaient construites là, de la même manière pour avoir là, une certaine cohésion là, entre les différentes capsules. Donc, chacune des capsules contenait une partie plus théorique où on expliquait la matière qu'on voulait transmettre. On accompagnait le tout avec des exemples concrets, donc soit écrits ou vidéo quand c'était possible, selon la matière qui était donnée. Puis, à la fin, on essayait le plus possible d'offrir aussi une partie plus pratique pour réinvestir les connaissances qui ont été apprises pendant la capsule vidéo, puis donner une petite occasion là, aux familles d'accueil de se pratiquer là, à la maison. Donc, la première capsule qu'on a développée, elle porte sur le développement langagier et la négligence envers l'enfant. Dans le but un peu là, de mettre la table, puis de fournir des connaissances de base sur le développement langagier de l'enfant, ce qui pourrait influencer la qualité de l'interaction adulte-enfant, tel qu'il a été mentionné là, par Mélissa ce matin. Dans cette capsule, on aborde comment le langage se développe chez un enfant,
et ce qu'est la stimulation langagière. On parle aussi des impacts de la négligence sur le développement langagier dans le but là, de sensibiliser les familles d'accueil sur la problématique du développement langagier chez les enfants négligés. Et aussi, on parle du rôle des familles d'accueil dans la stimulation langagière, dans le but de leur redonner du pouvoir d'intervention un peu et de favoriser leur motivation à faire de la stimulation langagière au quotidien à la maison avec ses enfants. Donc, ça fait le tour pour la première capsule. La deuxième capsule, on a décidé de la faire sur l'interaction adulte-enfant, qui est au cœur de la stimulation langagière et du développement langagier. Dans cette capsule, on offre une définition de ce qu'on entend par interaction adulte-enfant et on présente aussi des caractéristiques de cette interaction-là qui sont reconnues comme ayant les impacts les plus favorables sur le développement langagier. Donc, comme Catherine a présenté ce matin, on aborde la sensibilité, la réactivité et la réciprocité, le tout avec des exemples vidéo là, pour montrer concrètement qu'est-ce qu'on veut dire par ces trois caractéristiques-là. Puis finalement, dans la troisième capsule, on présente différentes pratiques de soutien au développement langagier. Donc ici, ça va être 3 techniques de stimulation langagière. Donc on a choisi les commentaires, la reformulation et le modelage. On a choisi ces 3 stratégies-là parce qu'on trouvait qu'elles étaient faciles à appliquer au quotidien. C'était facilement, on pouvait facilement l'expliquer aussi dans une capsule. On pouvait bien l'accompagner de vidéos. Et elles sont aussi, bien évidemment, reconnues comme étant particulièrement utiles pour aider au développement langagier des jeunes enfants. Donc, à titre d'exemple, on va vous présenter quelques extraits des dites capsules. Vous remarquerez sans doute notre désir de vulgariser le mieux possible le contenu scientifique et de rendre le tout dynamique. Donc voilà. Donc, le premier extrait, vous allez pouvoir voir une séquence d'enseignement plus théorique lors de laquelle on transmet certaines informations pertinentes sur le développement langagier des enfants. Donc, je vous laisse visionner ce premier extrait. L'input langagier correspond au langage utilisé par les adultes significatifs lorsqu'ils s'adressent à l'enfant. L'input doit être de quantité et de qualité suffisantes pour permettre à l'enfant de développer adéquatement son langage. Par quantité, on veut dire que l'enfant doit être suffisamment exposé au langage, dans une variété de contextes, pour pouvoir en tirer des régularités, comme les combinaisons de sons qui font des mots, les combinaisons de mots qui font des phrases, les expressions, les différentes structures de phrases, etc. Le besoin d'exposition va varier d'un enfant à l'autre. Certains ont besoin d'entendre un mot 10 fois dans plusieurs contextes pour pouvoir l'utiliser à leur tour. D'autres pourraient avoir besoin de 40 fois. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il faut parler, parler, parler et répéter, répéter, répéter. Plus on offre de modèles, plus on a de chances que l'enfant en retienne des éléments. On va vous présenter aussi un deuxième extrait. Dans cet extrait-là, on présente plutôt une stratégie de stimulation langagière, suivie d'un extrait vidéo où on peut voir un parent qui met en application cette stratégie avec son enfant. Au quotidien, vous pouvez faire des commentaires verbaux sur des aspects que vous observez autour de vous lorsque vous êtes en présence de l'enfant. Ça peut prendre la forme de dénomination, donc de nommer les objets pour lesquels l'enfant a de l'intérêt. Par exemple, s'il est en train de manger sa collation, vous pouvez en profiter pour nommer l'aliment. Voici un exemple de la technique des commentaires mise en application avec un enfant âgé de 9 mois. Remarquez comment l'adulte nomme ce qui se trouve sur les images. Il continue son chemin vers la porcherie. Toc, toc, toc. Avec toi? Toc, toc, toc. Qui est là? C'est les cochons tout ronds. Oh là là, c'est pas facile à être debout, Chloé. Tu veux revenir t'asseoir? C'est le cochon. Là, c'est mon nez, je vais te montrer. Un nez de cochon. C'est le cochon. Est-ce qu'on le fait encore? Le cochon. Avez-vous remarqué que l'adulte répétait plusieurs fois un même mot?
Il s'agit d'une bonne stratégie à adopter afin d'exposer l'enfant à plusieurs présentations verbales pour l'aider à encoder des nouveaux mots. Et finalement, un dernier extrait qu'on vous présente. Dans cet extrait, on nous voit en fait expliquer l'exemple qui sera donné, puis ensuite, on propose une réflexion aux participants suite à son visionnement. Est-ce que tu es prête? C'est moi qui commence. C'est toi qui commence? Vas-y. Oh, c'est quoi qui se passe? Ça, grand-père, il a un journal. Il lit un journal, puis il fait ça. Il fait ça où? Dans le salon. Wow! Un grand-père lit un journal dans le salon. Super! OK, là, c'est toi, on va se montrer là. Exact. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bébé, il lit vos livres. Dans sa chambre. Excellent! Un bébé qui lit un livre dans sa chambre. Tu vas voir ça, toi, hein? Avez-vous remarqué que la mère n'a pas corrigé toutes les erreurs que la petite a faites? C'est tout à fait adéquat. Cela permet de garder le plaisir et de maintenir l'engagement de l'enfant dans le jeu sans que la tâche ne devienne trop lourde. En guise d'exercice, vous trouverez à la fin de cette capsule une vidéo à partir de laquelle vous pourrez vous pratiquer à observer différentes stratégies de stimulation langagière appliquées dans divers contextes quotidiens. Les éléments de réponse suivront l'extrait. Alors, voilà pour les extraits. Ça vous donne une idée de ce à quoi ça ressemble. Et je vais laisser... parfait. Donc, les 3 capsules sont disponibles en fait dès maintenant sur le site du projet Élan sous l'onglet vidéo. Et un questionnaire pour recueillir les questions et les commentaires des participants a également été créé. Donc, de cette façon-là, on espère pouvoir rendre le projet plus dynamique et interactif. Et qui sait, s'il y a suite, s'assurer de prendre en considération les commentaires pour la création de nouveaux matériels adaptés spécifiquement aux besoins des utilisateurs. Actuellement, vous allez les chercher sur le site du projet Élan sous l'onglet vidéo et vous les utilisez autant que vous voulez. Là. C'est un produit libre de droit et libre d'accès. J'ajouterais que vous avez ciblé des aspects de l'interaction adulte-enfant et des techniques de stimulation extrêmement précises. Alors, c'est très ciblé comme matériel de sorte que on ne se perd pas. C'est sûr qu'il y a d'autres techniques, c'est sûr qu'il y a d'autres choses qui auraient pu être dites, mais votre choix a été très réfléchi sur quelles sont les techniques ou quelles sont les façons d'interagir qui, avec le plus de facilité, font le plus de travail. Hein? C'est un rapport équilibré entre l'effort qui va être donné pour apprendre peut-être ces techniques-là par les parents ou les mettre en application et le résultat potentiel. Donc, vous avez fait un travail très soigné de choisir le matériel que vous vouliez mettre parce que, me semble-t-il qu'une de vos préoccupations, c'est que ce ne soit pas trop long, pas trop lourd, mais un matériel clé en main très efficace, très ciblé. C'est une autre des grandes forces, je trouve, de votre travail.